Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour reprendre notre série sur Kubrick, qui continue donc avec son film suivant, Shining. Peut-être son film le plus célèbre d'ailleurs, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dessus, mais je pense qu'il faut jamais s'interdire de parler d'un film qui nous tient à cœur, parce qu'on pourrait découvrir de nouvelles facettes d'un même objet. Alors c'est peut-être aussi la naïveté du débutant, du créateur débutant qui parle, et cette fois il va s'attaquer pour la première et dernière fois d'ailleurs, au genre de l'horreur, un genre qui est particulièrement en vogue dans les années 70, surtout grâce à l'émergence du slasher, avec les célèbres Vendredi 13 et Halloween. Aujourd'hui on parle du 11e film de Stanley Kubrick, Shining. Et alors ce que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, par rapport à toutes les autres analyses qui ont déjà pu être faites sur le film, c'est sa grande capacité, à travers la mise en scène et le scénario, à exprimer différents genres de peur. Comme on l'a dit dans l'intro, l'horreur c'est un genre à part entière au cinéma, mais dans ce genre il y a aussi plein de sous-genres, et donc plein de peurs qui peuvent être mises en scène. Et donc la peur c'est un peu, je pourrais dire que c'est un peu comme le rire finalement, c'est très personnel, ça touche pas tout le monde, et ça divise beaucoup. Et en revoyant Shining, je me suis dit qu'il y avait différents types de peurs dedans, et que le génie de ce film, c'était peut-être qu'on avait tous quelque chose dedans qui nous faisait peur, et qu'on était potentiellement tous capables d'être atteints par les images, une sorte de film d'horreur universel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait aussi être son défaut, de mettre en scène, de faire une sorte de typologie de toutes les peurs possibles, sans les relier intelligemment. Bref, ce que je voulais dire, c'est que Shining ne tombe pas là-dedans, et notamment parce qu'on a une structure par graduation, on atteint des degrés au fur et à mesure du film, ce qui contraste nettement avec ces deux films précédents, dans lesquels on avait une structure binaire explicite. Là aussi il y a deux parties, mais c'est beaucoup moins explicite, et on a surtout une montée en tension progressive. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir une sorte de dégradé au niveau de la peur au cours du film. Dans un premier temps, on va redouter quelque chose, mais on ne sait même pas quoi. C'est la mise en scène, dont on reparlera d'ailleurs, qui accentue ce sentiment d'étrangeté. On se pose beaucoup de questions en fait, auxquelles on n'a pas de réponse. Ensuite on se dit que le personnage de Jack devient fou tout simplement par la solitude, ainsi qu'un mariage instable et une abstinence à l'alcool qui le dérègle psychologiquement. Ça c'est la première partie du film, la première heure qui est divisée en deux. Et l'arrivée dans la seconde partie, je la situerai précisément à ce changement de plan là, quand tout d'un coup on a un regard caméra. On sait que ça annonce souvent avec Kubrick une pulsion de violence ensuite. Et c'est aussi l'apparition du premier fantôme finalement, Lloyd. Et vraiment j'adore ce moment-là, c'est peut-être mon préféré du film, parce qu'en le revoyant encore et encore, ce que j'apprécie vraiment, c'est que cette transition qui est quand même radicale, c'est l'entrée dans le monde de Jack, dans sa projection mentale, ou alors dans le monde des fantômes. C'est que j'ai le sentiment que si ça avait été un autre réalisateur, ou en tout cas un réalisateur moins expérimenté, on aurait peut-être trop accentué cette transition comme quelque chose de radical, mais là non, c'est pas le cas. Et avant qu'il regarde la caméra, on aurait limite pas remarqué qu'elle était juste en face de lui, on se dit davantage qu'elle se rapproche de lui, mais pas qu'elle est en face de lui. On entre alors parallèlement dans une partie où les fantômes sont partout, alors que dans la première, ils sont absents ou invisibles. Et Jack Nicholson, pour incarner ce personnage à la fois protagoniste et antagoniste, c'était à l'époque un choix qui pouvait paraître étrange. Aujourd'hui ça ne l'est pas évidemment, c'est ce que je suis en train de dire qui peut paraître étrange, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, Jack Nicholson au cinéma c'était surtout un bon héros, déjà un peu habité certes, mais toujours ou presque du bon côté, que ça soit dans 5 pièces faciles, dans Chinatown ou dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou même dans Profession reporter. Et avec ce personnage d'anti-héros, il va avoir ensuite plutôt une carrière de l'autre côté, que ça soit son personnage dans le Batman de Tim Burton, dans Des Hommes d'honneur ou dans Les Infiltrés. Son rôle dans Shining, c'est un career changer, comme on pourrait le dire en anglais. Donc contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, à l'époque, il y avait peu de personnes qui pouvaient imaginer Jack Nicholson devenir ce père de famille meurtrier. Et la première partie, c'est un peu ça. Dans la première demi-heure, on a un danger qui plane sur la famille, mais on ne sait pas lequel. On a ce générique qui est d'ailleurs peut-être une des meilleures ouvertures de films d'horreur de tous les temps. Cette caméra qui survole la scène, la voiture qui accompagne le personnage, on suppose, et qui a un côté presque fantomatique déjà. On a une vision en hauteur,
comme quelque chose qui maîtrise le destin des personnages, qui observe la voiture, et donc il y a une sorte de fatalité qui se dégage de ces images, d'un personnage qui s'avance vers sa mort, avec une musique avec une tonalité plutôt funeste, et pendant toute la première partie, on a une occurrence assez importante d'éléments qui vont aller contre les personnages. Dans cette scène, par exemple, on voit des couteaux au-dessus de la tête de Danny, quand il parle avec le chef cuisinier. On a vraiment cette impression que le personnage est condamné, qu'il a littéralement une épée de Damoclès au-dessus de lui. Et on a aussi des outils de mise en scène qui sont au service de l'étrange. Une chose qui m'a particulièrement surpris quand je l'ai revu, c'est le nombre assez impressionnant de plans, de fondus enchaînés, pardon, dans la première partie en tout cas, ce qui est assez rare chez Kubrick. On avait déjà parlé du fait qu'il n'en utilise pas pour la célèbre transition dans 2001 entre l'os et le vaisseau, mais là c'est pas du tout pour montrer un parallèle entre des plans qui seraient reliés par ces fondus, mais vraiment pour accentuer ce sentiment d'étrange. On a la sensation que les personnages ne quittent jamais véritablement les scènes, et on a aussi des plans dans la voiture qui s'opposent vraiment à ceux de Lolita par exemple, ou même d'Orange Mécanique. Là on accentue une fois encore l'étrangeté, avec en plus une discussion à base de cannibalisme. Et lorsqu'ils vivent véritablement à l'hôtel, on a aussi plusieurs degrés de peur qui peuvent apparaître progressivement. Et l'une des premières qui pointe le bout de son nez, c'est le fait que le personnage masculin, le père de famille, Jack, n'est pas là pour écrire son roman. C'est souvent le dernier à se réveiller, et quand Danny et Wendy se baladent dans le labyrinthe, il n'écrit pas mais lance une balle de tennis dans le salon. Et donc il y a un côté assez effrayant quand on sait qu'ils sont là pour lui, et pour qu'il puisse travailler sur son roman. En plus de ça, on comprend assez vite qu'il a déjà été violent avec son fils. Alors ça, on le comprend en réalité dans la version américaine du film, qui est un peu plus longue. La version européenne dure 2 heures, et la version américaine dure 2h25, je crois. Et la version américaine était la version originale, qu'il a dû couper après la première projection qu'il a faite, parce que le public avait vraisemblablement trouvé ça trop lent. Et alors personnellement, je préfère vraiment la version longue, parce que déjà c'est la première que j'ai vue. Généralement c'est pas quelque chose auquel on s'intéresse quand on découvre un film, mais quand je l'avais revu, j'avais revu la version courte, j'avais découvert plutôt la version courte, et je m'étais rendu compte qu'on ne comprenait absolument pas pourquoi le personnage de Jack Nicholson était comme ça dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'il a presque une peur de lui-même dans une première partie. Et dans un premier temps, avant cette histoire de fantôme, c'est ce dont on a peur, de la violence que peut engendrer un père de famille, et c'est pas une peur qui est surnaturelle, surréaliste, mais plutôt ancrée dans le réel, justement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux personnages, masculins, pardon, le père et l'enfant, ont le point commun d'être assez insondables, on a du mal à comprendre leurs sentiments, et la peur, elle est surtout projetée sur Wendy. C'est une sorte d'éponge à sentiments, en tout genre. C'est elle qui finalement assure le rôle de chef de famille, et c'est aussi ce qui peut énerver le père parfois, parce qu'on a aussi chez lui une pulsion de violence, qu'on peut voir avec notre regard très contemporain, très 2022, comme une pulsion masculine de féminicide, qui clairement dès le début ne supporte pas sa femme, et passe le plus clair de son temps à la rabaisser. Ça on le retrouve aussi par la suite, quand il parle au barman fantôme. Il y a pas mal de phrases assez misogynes de lui et du barman d'ailleurs, et même de tous les personnages fantômes auxquels s'adresse Jack, ce qui peut nous faire penser aussi que c'est une projection mentale, une projection de ses pensées à lui, et on retrouve avec ces discussions une sorte de lutte pour la virilité, d'un personnage qui semble avoir perdu sa liberté avec la famille, le mariage et même l'abstinence à l'alcool, et au final, il a tellement peur d'être l'esclave de sa femme, qu'il en devient celui de ses fantômes, qui décide presque à sa place, et à qui il doit rendre des comptes à un certain point. On comprend que le personnage est un peu ennuyé de sa vie de famille, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, plus que véritablement pour écrire un roman, qu'il souhaite s'isoler du reste du monde avec sa femme et son fils, pour ressouder les liens familiaux. Et j'ai envie de rajouter surtout, ressouder les liens de couple avec sa femme, tellement on a l'impression que c'est le vrai problème du film, et il y a quelques éléments qui nous font penser à ça, notamment la manière dont il regarde les femmes dans l'hôtel lorsqu'il le visite, ou encore son intérêt dans la chambre uniquement pour le lit,
c'est le seul objet qui semble l'intéresser, c'est le seul objet qui touche d'ailleurs. Et puis il y a aussi un fantôme féminin qui représente son désir, et qui se transforme en une horrible femme. C'est peut-être la vision du mariage pour le personnage. Parce que ce que je trouve assez original avec ce film, c'est que l'antagoniste n'est pas un monstre surhumain, mais qu'au contraire, il est parfois, même très souvent, pendant toute la première partie, assez impuissant, et c'est même peut-être cette impuissance qui est responsable de sa folie. Et quand je pense à son impuissance, je pense même à son impuissance physique, parce que dans les films d'horreur, c'est assez rare qu'un antagoniste n'ait pas l'avantage physique sur le protagoniste, c'est presque une règle en fait, et il a même aussi souvent l'avantage géographique, c'est pas quelque chose dont on parle assez souvent je trouve au niveau des films d'horreur, mais la géographie c'est très important dans l'horreur, notamment parce qu'il y a souvent une peur qui vient du fait que on sait où se trouve le protagoniste, mais pas l'antagoniste. On a un exemple dans cette scène, toute la peur vient du fait qu'on ne sait pas où va apparaître le personnage, mais ça c'est le moment où il a l'avantage physique, dans la toute dernière partie du film, parce qu'il y a un twist, c'est quand il est enfermé dans la chambre froide, donc potentiellement en désavantage, puisqu'il peut pas en sortir, mais il fait comprendre que il a coupé tout lien de communication avec l'extérieur, mais avant ce moment-là, il n'y a pas vraiment d'avantage physique, il se fait d'ailleurs même frapper par sa femme avec une batte de baseball, et tout ça, ça participe au doute dans lequel est plongé le spectateur, un doute qui se rapproche davantage du fantastique que de l'horreur, et finalement il y a presque rien, à part justement cette toute dernière partie, qui est liée véritablement à l'horreur, ou alors par court extrait, mais ce qu'on a surtout c'est du doute, et c'est la matière même du fantastique. On ne sait pas vraiment s'il fait cela par solitude ou parce qu'il est réellement habité par des fantômes. Kubrick disait d'ailleurs que c'était ce qu'il avait trouvé intéressant dans le livre d'origine, c'est qu'on supposait pendant longtemps que tout ça n'était qu'une projection mentale, jusqu'au moment où Jack sort véritablement de la chambre froide, qui était pourtant fermée. À ce moment-là, les fantômes ne peuvent qu'exister, parce qu'on suppose que c'est eux qui l'ont fait sortir, et on a aussi cette impression quand Wendy monte les escaliers à la fin, et qu'on entend une sorte de chorale qui semble faire des incantations, et à ce moment-là, Wendy relève la tête, comme si elle entendait la même chose que nous, elle s'arrête, et ces voix on les retrouve dans une scène au début, quand Danny discute avec le chef cuisinier, on les entend très légèrement, et justement, il est question du pouvoir de Danny, son ami imaginaire, qui est en fait une sorte d'instinct supérieur, qu'il caractérise par une voix et par le mouvement de son doigt. Et la musique, justement, elle est encore une fois intimement liée au récit. Elle apporte un sens ou une sensation aux images et à la mise en scène. L'essentiel des scènes du film était d'ailleurs tourné avec de la musique, qui n'était souvent pas celle choisie au montage finalement. Et globalement, on retrouve une nouvelle fois de la musique contemporaine, comme pour 2001, avec à nouveau Ligeti, mais aussi Béla Bartók et Christophe Penderecki. Et une fois de plus, elle a un rôle essentiel, surtout dans la tension qu'elle apporte aux différentes scènes. Je pense notamment à celle au tout début, quand Jack parle au téléphone à Wendy depuis l'hôtel, et on entend la musique qui prend de plus en plus de place, avec des sonorités plutôt graves, sur une scène qui pourrait paraître banale, ou encore quand il visite la chambre froide, et qu'on entend un sifflement qui s'accentue progressivement. Et enfin, on va s'intéresser au quatrième personnage de ce huis clos, finalement, l'hôtel. On avait déjà parlé de l'importance de l'architecture dans Orange Mécanique, mais là c'est d'autant plus important qu'on passe les 3/4 du film dans le même lieu. Alors certes c'est immense, c'est un lieu immense, mais c'est quelque chose de plutôt unique dans le cinéma de Kubrick. Il n'y a pas un autre film dans lequel on passe autant de temps dans un même lieu, et c'est aussi un hôtel qui est un marqueur du passage du temps. On retrouve là un peu l'idée du trou noir dans 2001, en un sens. Il y a une notion du temps qui nous échappe jusqu'au dernier plan. Et au-delà de ça, on a aussi un lien avec l'histoire, qui est pas mal exploité au début. C'est l'histoire des États-Unis qui est abordée pour la première fois dans le cinéma de Kubrick. On avait déjà abordé l'histoire de France, dans Les Sentiers de la Gloire, de l'Empire romain dans Spartacus, de l'histoire britannique et européenne dans Barry Lyndon, mais jamais on avait vraiment évoqué l'histoire américaine dans son cinéma, et on a l'impression que dans l'hôtel, les traces du passé sont partout,
On évoque d'ailleurs les stars qui sont passées par là, les présidents, les stars de cinéma. Mais quand je pense à ça, je pense surtout au fait que l'hôtel est un témoignage du génocide des Américains vis-à-vis des Indiens. C'est un lieu imprégné de la culture de ce peuple. On voit des motifs dans le salon qui reprennent cette culture, et c'est même un sujet de discussion. Et puis il y a le fait qu'il est basé sur un ancien cimetière indien, qui évoque l'irrespect vis-à-vis de tout un peuple, pour lequel l'hôtel a fait l'objet d'attaques à sa construction. C'est quelque chose qui est dit au début, et finalement ça annonce la pulsion meurtrière du personnage de Jack, qu'on peut voir aussi si on va du côté irrationnel, a priori, comme le fait qu'il soit justement basé sur ce cimetière, et quitte à faire sur un génocide. Cette seconde partie du film, elle va accentuer le surnaturel, et non plus le vraisemblable, et on a aussi un procédé cinématographique qui va mettre en avant cette dimension. C'est le Steadicam, qui n'a pas été inventé pour Shining, contrairement à ce que j'ai déjà pu entendre, mais quelques années plus tôt. En fait, c'est tout simplement un procédé qui va permettre de suivre les personnages dans leurs mouvements, qui sont souvent un peu complexes, sans avoir d'à-coups à l'image. Et ça va aussi apporter une dimension supplémentaire à la mise en scène, parce que ça va créer une vision un aspect presque fantomatique, dont on avait déjà parlé pour le générique, mais là c'est presque comme si un fantôme suivait en permanence les personnages, qu'on retrouve dès la première scène d'ailleurs, quand Jack arrive, et c'est un procédé qui n'est pas utilisé en dehors du site de l'hôtel, quand on voit le chef cuisinier chez lui par exemple, ou lors des scènes de début avec Wendy et Danny. D'ailleurs on observe qu'on ne voit jamais Jack en dehors du site, à part lors de la scène en voiture, parce que l'hôtel et Jack ne forment qu'un seul et même personnage finalement. C'est un sentiment qu'on a déjà dans la première partie. Il y a un plan qui agit presque en contre-champ de celui qui le précède, et dans lequel on voit Wendy et Danny courir dans le labyrinthe. On a ensuite un travelling qui suit Jack, justement avec le procédé de Steadicam, et qui se rapproche de la maquette du labyrinthe. Et c'est un plan qu'on ne voit plus du tout de la même manière quand on a déjà vu le film. C'est pas tellement le fait qu'il observe le labyrinthe, mais surtout le plan sur le visage de Jack Nicholson, qui nous fait dire qu'il y a quelque chose en plus, que c'est pas un simple regard. Il y a presque là-dedans une maîtrise du destin des personnages dont lui seul est maître, et il y a presque un sourire sur son visage. Ça fait assez peur de se dire ça, et ça rappelle presque la fin, quand il est enfermé dans la chambre froide et qu'il retourne la situation à son avantage. Et ça rappelle aussi surtout le début, la première scène, enfin le générique, dans lequel on a une vue en hauteur sur la voiture. Et donc l'architecture, ça va être une dimension très importante du film. Comme on l'a dit, c'est un personnage à part entière, l'hôtel est un personnage à part entière, pardon. Et c'est l'incarnation du foyer familial, ou plutôt de la projection du foyer familial pour le personnage de Jack, parce que c'est pas un foyer pour Wendy et Danny, qui eux ont plusieurs scènes d'abord dans leur vraie maison. Et les grandes architectures, c'est quelque chose qu'on retrouve en revanche souvent chez Kubrick, dès Les Sentiers de la Gloire, avec le château dans lequel vivent les généraux, ou dans la fin de 2001, avec la pièce de style Louis XVI. La maison a aussi une place importante dans la première partie de Lolita, dans Spartacus avec les intérieurs romains, et même dès son premier film, Fear and Desire, la maison c'est le point que doivent gagner les soldats. Et dans Shining, il y a presque parfois un côté théâtral dans la mise en scène. Il y a des intérieurs qu'on voit seulement d'un côté, on n'a pas le contre-champ. C'est le cas par exemple de la salle du bal, qu'on voit à 3 reprises, après une demi-heure la première fois, après 1 heure la deuxième, et 1h30 la troisième, et ces 3 plans qui renvoient aussi à l'évolution du récit. Mais à chaque fois on nous montre une seule et même partie de la pièce. C'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans les sitcoms de type Friends, avec le Central Perk par exemple. Et en plus de ça, il y a une perte de repères pendant tout le film. Je parlais tout à l'heure de la notion de géographie, mais ce qui montre le mieux cette dimension finalement, c'est la scène de fin dans le labyrinthe. Par définition, c'est le lieu du hasard, et c'est ça aussi qui va être effrayant, c'est de ne pas savoir quel personnage a en fait l'avantage sur l'autre, parce qu'en fait c'est le metteur en scène qui l'a sur nous. Et pendant la course-poursuite, on revoit les images du début, quand ils entrent dans un cul-de-sac. C'est ça qu'on a en tête à ce moment-là, le risque que Danny tombe à nouveau sur un cul-de-sac. Donc c'est ça qui va être intéressant dans la peur, c'est que le personnage est à la fois impuissant, quand c'est nécessaire pour le récit, et surpuissant à d'autres moments. C'est ce qu'on disait au début en fait,
que chacun projette ses peurs sur le film. Pour certains, ça va être la peur qu'un individu lambda pète les plombs et tue toute sa famille, et pour d'autres, ça va être le fait qu'il soit hanté par des fantômes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi, selon notre peur, s'identifier à un personnage en particulier. On a la mère qui doit protéger son fils, et je pense que quand on a un enfant, par exemple, on voit pas le film de la même manière. Et parallèlement, on a l'enfant qui va être beaucoup plus orienté vers le surnaturel, avec son pouvoir, qui va se confronter à l'interdit, par exemple, avec la chambre justement interdite. Et ça, c'est purement une mécanique fantastique, le fait de lutter contre sa propre curiosité. Voilà, c'est une très longue vidéo, peut-être la plus longue de la chaîne, mais il y a évidemment beaucoup de choses à dire dessus. C'est un classique de l'horreur, et je dois dire que personnellement, c'est pas un film qui me fait peur dans l'absolu, mais j'arrive quand même à pleinement l'apprécier parce que je le vis, je pense, davantage comme un thriller peut-être. Une chose que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'on a à chaque fois des films très différents, et en même temps qu'on peut relier assez facilement. Et j'ai un seul regret, c'est de ne pas avoir été contemporain de Kubrick, pour découvrir tous ces films au cinéma, et attendre entre chaque film le suivant pour être à chaque fois surpris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, parce que c'est quand même l'intérêt principal de ces vidéos. Moi je pourrais en parler pendant des heures de Shining, ou de Toshininge, si on le prononce à la française. Mais à un moment il faut s'arrêter, et donc je m'arrête, et je vous dis à très vite.